Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Par Florence Lerique. Professeur, Université de Bordeaux-Montaigne, IATU, passage, membre du Graal. L'ingénierie publique, l'ingénierie territoriale font partie intégrante de la science administrative. Pourtant, il faut bien reconnaître qu'il n'existe pas de définition précise et définitive de cette notion. Cela ne doit pas cependant constituer un frein à la volonté de s'emparer du sujet, afin de l'explorer et de le cerner avec plus de rigueur. L'ingénierie territoriale mobilise la recherche en ce que les réformes administratives se sont accumulées dans le champ des collectivités territoriales et de la décentralisation. Un premier rapport significatif en 2009 avait relancé la réflexion en matière de réforme territoriale. Il s'intitulait « Faire confiance à l'intelligence territoriale ». C'est un fait que le paysage local n'a plus rien de commun avec ce qu'il était au début des années 1980. L'ouvrage entend présenter des formes d'ingénierie territoriale qui décrivent en quoi celle-ci prend en compte la réforme des collectivités. En quelque sorte, l'ingénierie territoriale serait aux collectivités territoriales et à leurs groupements ce qu'était l'ingénierie publique d'État avant les processus de refonte et voire dans certains cas, de disparition dont elle a fait l'objet depuis 2007. C'est en partie le propos d'Y. Daudigny en 2010, quand il évoque la création des agences départementales. Le sénateur considère également que l'ingénierie publique de demain appartiendra aux collectivités territoriales, ou disparaîtra. En guise d'introduction, 2 articles présentent et circonscrivent ce que l'on peut entendre par ingénierie territoriale. Gisèle Pissalou évoque sous la forme de libre propos sa conception de l'ingénierie territoriale. Ngossier et C.L. Lacour, quant à eux, définissent le contenu de l'ingénierie territoriale en développant une approche critique qui s'attache à présenter l'ingénierie territoriale pour, avec ou contre les territoires. La première partie de l'ouvrage est consacrée à de l'ingénierie, caractérisée par sa transversalité. Erdegron présente une ingénierie territoriale en question. Quel territoire avec quel soutien financier ? L'auteur fait notamment le lien entre les besoins d'ingénierie et les difficultés de financement de celle-ci. Autre transversalité étudiée par J. Fialer, la question du développement économique et le paradoxe dans lequel se trouvent les territoires ruraux face aux schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévus par la loi NOTRe du 7 août 2015. Autre thématique chère à la réforme territoriale, celle de la participation. J.J. Girardot et Ph. Woloshin considère que c'est dans l'intelligence des territoires qu'il est possible de repenser la question de la participation. Sur un niveau de collectivité spécifique, F.L. Lerique évoque les agences régionales qui constituent une ingénierie méconnue, diversifiée et illustrant les changements à l'œuvre dans les relations que l'État entretient avec ses territoires. N. Le Rousseau s'attache à analyser les partenariats des agences d'urbanisme en évoquant les points forts et faibles de ces relations institutionnelles. Les agences constituent des piliers de la réflexion et de l'action urbaine et territoriale et subissent, elles aussi, le contre-coup des réformes administratives. Pour développer une approche en termes d'aménagement du territoire, Elrietor se demande quelle ingénierie face aux fractures territoriales. Il présente les changements à l'œuvre dans cette ingénierie et aborde la question des ressources humaines en relevant par exemple l'absence des ingénieurs. Différentes approches spécifiques et sectorielles sont, ensuite, abordées dans la seconde partie. Abidi présente les résultats d'une enquête conduite sur le processus d'appropriation et d'élaboration des schémas régionaux d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires prévus dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015. Herbourel, quant à lui, dépeint les réformes relatives aux finances locales et relève en quoi celles-ci ont une incidence sur l'ingénierie territoriale. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif font l'objet d'une étude de C.L. Deves qui détaille les forces et les faiblesses de ces sociétés comme outils du développement économique local et vecteurs d'adaptation de l'action locale à de nouveaux enjeux. L'exercice de compétences plus précises est illustré par l'article de Gisèle Pissalou sur la compétence GEM-API,
qu'il détaille notamment au regard des modes de gestion et du financement de celles-ci en les rattachant à l'évolution de l'ingénierie territoriale. Dans le domaine de la culture, M. Pontier dresse un panorama des modes d'intervention et des qualifications juridiques des acteurs du droit de la culture pour mieux révéler les spécificités de cette ingénierie. L'opération d'intérêt national Éco-Vallée Plaine du Var fait ensuite l'objet d'une analyse territorialiste réalisée par Areno qui décrit les aléas de ce territoire dans son contexte institutionnel et urbain. Pour finir, l'ingénierie touristique et son financement sont examinés par J. Spindler à la lumière des modifications récentes dont il a fait l'objet comme l'externalisation de l'intervention publique et le renforcement des partenariats. Les différentes contributions présentées dans cet ouvrage n'épuisent pas le sujet. Il est inépuisable en quelque sorte, mais elles ouvrent la réflexion qui ne manquera pas de se poursuivre. En effet, au regard des évolutions majeures que les acteurs de la sphère locale ont connues, ainsi que des réformes à venir, nul doute que l'ingénierie des territoires sera à l'ordre du jour de la science administrative de demain. L'ingénierie territoriale, une notion juridique ? Libre propos. Par Jean-Luc Pissalou. Professeur de droit public, Institut d'études politiques de Lyon, Laboratoire Triangle CNRS UMR 5206, vice-président du Conseil scientifique du Graal. L'expression ingénierie territoriale est incontestablement dans l'air du temps. On peut même dire qu'elle est devenue à la mode. Politiques, élus locaux, hauts fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales, universitaires et notamment les géographes, les urbanistes aménageurs, les sociologues, mais aussi et de plus en plus, les juristes s'intéressant au secteur local, l'utilisent souvent, voire même ont tendance à en user et abuser. Et ce surtout depuis quelques années, lorsqu'a été engagé en 2014 le dernier acte de la décentralisation, qui a vu la poursuite, pour ne pas dire l'accélération du désengagement progressif de l'État dans son soutien aux collectivités locales, alors même que commençait à s'accroître le rôle de celles-ci en matière de politique publique ainsi que les contraintes budgétaires pour l'ensemble des acteurs du développement territorial. Il est vrai qu'au demeurant et au surplus, l'expression ingénierie territoriale est ou paraît sémantiquement valorisante. Mais que signifie-t-elle au juste précisément ? Et question qui intéresse, ou devrait intéresser tout particulièrement les juristes, est-elle ou renvoie-t-elle à une notion juridique ? Il semble que l'on puisse dire à propos de cette expression ingénierie territoriale, ce que Valéry disait à propos du mot liberté, c'est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus qu'ils ne parlent. Essayons dès lors, sinon de définir du moins de circonscrire cette notion. Dans ingénierie territoriale, il y a d'abord le substantif ingénierie. Que signifie donc ce terme ? Selon le dictionnaire Larousse, l'ingénierie est l'étude d'un projet industriel sous tous ses aspects, techniques, économiques, financiers, monétaires et sociaux, et qui nécessite un travail de synthèse coordonnant les travaux de plusieurs équipes de spécialistes. Le Larousse donne comme synonyme le terme anglais engineering, et fournit comme exemple l'ingénierie assistée par ordinateur, IAO, définie comme l'ensemble des méthodes associées à la conception assistée pour les calculs de définition et de simulation de l'objet à concevoir. L'ingénierie génétique, synonyme de génie génétique, ou encore l'ingénierie linguistique pour industrie de la langue. Pour l'internaute, l'ingénierie est plus simplement l'ensemble des études encadrant la conception et la réalisation d'un projet industriel. On trouve une définition largement analogue, voire similaire, dans le dictionnaire en ligne Wikipédia. Selon celui-ci, l'ingénierie est l'ensemble des fonctions qui mènent de la conception et des études, de l'achat et du contrôle de fabrication des équipements, à la construction et à la mise en service d'une installation technique ou industrielle. Et Wikipédia d'ajouter que, par extension, le terme est aussi souvent utilisé dans d'autres domaines. On parle par exemple d'ingénierie informatique. Le terme ingénierie, qui est un terme introduit assez récemment dans la langue française par oubli du terme génie désignant l'art de l'ingénieur, renvoie donc à une activité se voulant rigoureuse et devant s'exécuter selon les règles en vigueur de conceptualisation et de réalisation d'ensembles fonctionnels, lesquels peuvent relever de diverses disciplines scientifiques et ou techniques. C'est pourquoi il n'y a pas que, il ne peut pas y avoir que l'ingénierie informatique. On trouve également par exemple,
l'ingénierie aéronautique ou aérospatiale, l'ingénierie automobile, l'ingénierie clinique, l'ingénierie cognitive, l'ingénierie financière, l'ingénierie génétique, l'ingénierie numérique et donc aussi l'ingénierie territoriale. Existe-t-il une définition juridique de l'ingénierie territoriale? Est-ce un concept, voire même plus simplement une notion juridique? Sauf erreur de notre part, on ne trouve nulle trace d'une définition juridique de l'ingénierie territoriale, et même nulle référence à cette expression dans les principaux textes juridiques dédiés aux collectivités territoriales. En particulier, il est particulièrement significatif que ni la partie législative ni la partie réglementaire du Code général des collectivités territoriales, CGCT, dans sa version actuelle n'emploie cette expression. Il en va de même de la loi No 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi neutre, qui ne recourt qu'une seule fois au mot ingénierie en visant la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale. Seule, une norme juridique récente, de portée moindre, à savoir la Directive nationale d'orientation DNO, sur l'ingénierie d'État dans les territoires, Premier ministre, 10 mars 2016, emploie le terme ingénierie, mais ne le définit cependant pas. On l'a déjà fait observer, les principes sur lesquels repose l'ingénierie et sa mise en œuvre sont a priori rationnels, ces références sont, ou devraient être, d'ordre scientifique et ou technique. Mais est-ce toujours bien le cas? L'est-ce en particulier lorsque l'on parle de l'ingénierie territoriale? Depuis un comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, CIADT, qui, selon un auteur, aurait lancé la carrière officielle de cette notion d'ingénierie territoriale, et avant même son renouveau des apostrophes. Un point de vue opérationnel depuis quelques années, plusieurs interprétations plutôt que des définitions ont été proposées par des spécialistes de sciences sociales, géographes, urbanistes aménageurs avant tout, ou des praticiens du développement local pour sinon définir, du moins circonscrire ou caractériser au plus près et au mieux cette expression. Ainsi, en 2004, le Comité des directeurs pour le développement urbain, CODIRDU, a proposé comme première définition de l'ingénierie territoriale de définir celle-ci comme l'ensemble des savoir-faire professionnels dont ont besoin les collectivités publiques et les acteurs locaux pour conduire le développement territorial ou l'aménagement durable des territoires. Cette première définition a donc mis d'emblée l'accent sur les acteurs et les professionnels du développement des territoires, et sur leurs compétences, au sens usuel du terme et non au sens juridique de ce mot, lesquelles compétences ou plutôt savoir-faire recouvrent, doivent en vérité recouvrir à la fois le champ des sciences et techniques de l'ingénieur, mais aussi celui des sciences sociales. Il nous semble que les diverses définitions ou typologies de l'ingénierie territoriale proposées par la suite, toujours par des spécialistes de sciences sociales et ou des praticiens du développement local, n'ont fait qu'approfondir ou développer cette première définition en soulignant soit le rôle des différents acteurs et la synergie de leurs connaissances, soit la fonction instrumentale de l'ingénierie territoriale au service des apostrophes. Un projet de territoire, soit une approche qui peut être qualifiée de managériale de celle-ci. C'est pourquoi, en fin de compte, paraît pertinente et opérationnelle la définition donnée par la DATAR, selon laquelle cette expression d'ingénierie territoriale recouvrirait l'ensemble des savoir-faire professionnels dont ont besoin les collectivités publiques et les acteurs locaux pour conduire le développement territorial, ou l'aménagement durable des territoires est complété par l'ensemble des concepts, outils et dispositifs mis à la disposition des acteurs du territoire pour accompagner la conception, la réalisation et l'évaluation de leurs projets de territoire. Cette définition renvoie donc clairement aux compétences de certains agents ou de services auxquels doivent faire appel les collectivités locales pour le développement. L'idée est la conception, la réalisation et l'évaluation de leurs projets de territoire dans un contexte de raréfaction du soutien financier et logistique de l'État. Elle met bien en avant 3 éléments: des acteurs de l'ingénierie territoriale, des savoir-faire professionnels et des projets territoriaux. Ces acteurs de l'ingénierie territoriale sont potentiellement nombreux et variés. Des services techniques des maîtres d'ouvrage publics locaux, communes, EPCI, départements, régions, à divers acteurs privés comme des bureaux d'études voire même des associations,
sans oublier d'autres acteurs publics susceptibles d'intervenir auprès des maîtres d'ouvrage publics locaux, à commencer par l'État lui-même, voir l'ADN précité sur l'ingénierie de l'État du 10 mars 2016, ou des structures d'accompagnement public ou parapublic comme les agences d'urbanisme, les conseils d'architecture, urbanisme et environnement, CAUE, les agences techniques départementales, ATD, les agences de développement économique, les sociétés d'économie mixte, SEM, les sociétés publiques locales, SPL ou encore les sociétés publiques locales d'aménagement, SPLA. Le sujet du développement économique local est à l'évidence, depuis quelques années, une question en pleine ébullition. Les besoins ne cessent d'augmenter. Aussi, les initiatives et des solutions plus ou moins pragmatiques et efficaces se multiplient, et une meilleure coordination s'avère dès lors absolument nécessaire. Contraints en effet depuis la loi NOTRe d'évoluer, nombre de départements ont renouvelé ou sont en train de renouveler leur offre en matière d'aides au territoire, cela notamment en procédant à la refonte de leurs agences techniques. Par ailleurs, de plus en plus souvent également, des SEML et ou des SPL ont dû, sous la pression de leurs actionnaires publics, repenser leur mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, AMO, à destination des territoires, ce qui a pu fréquemment entraîner des dissolutions ou des fusions. Il convient d'y ajouter la crise propre à certains intervenants du secteur. Sont ici visés nombre de CAUE, victimes de suppression de crédits. Dès lors, depuis quelques années, chaque acteur potentiel de l'ingénierie territoriale doit se positionner ou se repositionner, et est en train de le faire, et ce à tous les étages du fameux millefeuille territorial. Car comme on l'a déjà fait observer, les acteurs de l'ingénierie territoriale sont à la fois fort nombreux et très souvent concurrentiels. Cependant, ils s'avèrent rarement bien coordonnés. Sans oublier les différences, en termes de moyens matériels, financiers et humains, qui peuvent être considérables d'un département à l'autre, pour pouvoir réaliser des prestations aussi diverses que le montage de dossiers, l'aide juridique ou encore des logiciels de gestion municipale. Dans ce contexte en pleine évolution voire en pleine ébullition, l'État, alors même que depuis une vingtaine d'années, il assume de moins en moins les politiques de planification, passé des secrétariats généraux pour les affaires régionales, SGAR, aux régions, alors qu'au demeurant également, les ex-DDE n'avaient plus guère depuis longtemps les moyens de faire des missions d'AMO et que le contrôle de légalité tend à s'étioler comme peau de chagrin, prétend à nouveau se positionner en tant qu'expert, incitateur et facilitateur. Au terme de l'ADN précité, il est ainsi supposé mettre son ingénierie publique, au niveau déconcentré, préfecture voire sous-préfecture, au service des territoires pour les aider à élaborer et à suivre leurs projets de développement, cela au travers d'une approche territorialisée des politiques publiques, et dans le but d'organiser l'expertise des services en assurant notamment une veille des évolutions juridiques et du suivi des bonnes pratiques. En dépit de ces belles affirmations, quelque peu incantatoires, tous les échelons territoriaux, régions, départements, intercommunalités, structures de type pôle d'équilibre territorial et rural, PETR ou autres, ont cependant tout intérêt à s'auto-organiser et à s'organiser entre eux pour travailler au mieux avec tous les autres acteurs de l'ingénierie territoriale. À cet égard, on l'a déjà fait observer, les départements, en ces temps où tant de politiques et de Français souhaitent leur suppression, ont sans doute trouvé dans l'ingénierie territoriale une nouvelle raison de survivre, et ont su renouveler leur offre en la matière. Que ce soit via les ATSAT ou via les ATD, ils en ont en effet au moins les moyens juridiques, et l'on peut constater que ces diverses modalités des actions en faveur des territoires se développent, effectivement, de plus en plus. Au demeurant, tous les acteurs de l'ingénierie territoriale doivent posséder, sont censés posséder, et mettre en œuvre des savoir-faire multiples relevant à la fois des sciences et techniques de l'ingénieur, mais aussi des sciences sociales. Ils travaillent souvent de concert. En vérité, ils sont priés, voire contraints de plus en plus de travailler de concert, étant mobilisés dans le cadre de projets. L'ingénierie territoriale renvoie bien souvent, pour ne pas dire toujours, à une synergie d'acteurs dans un but précis et opérationnel, entrant de façon générale dans le cadre du développement économique d'un territoire plus ou moins étendu, de celui d'une commune, ou plutôt de plus en plus d'un EPCI, à celui d'une zone qui peut être de niveau régional. La disparité des moyens, financiers et techniques, dont disposent les collectivités territoriales et la complexité croissante des projets en eux-mêmes et de leur montage, en particulier financier,
qui induisent à l'évidence un risque accru de déséquilibre entre les territoires, impliquent, pour ne pas dire imposent, un travail d'équipe, un ensemble d'acteurs travaillant de concert et en synergie. Car il est évident qu'aujourd'hui, en raison de la diversité des territoires, aucun échelon territorial ne peut revendiquer d'être le seul pivot pertinent et a fortiori exclusif de l'ingénierie. Aucun échelon n'a en vérité les moyens humains, financiers et techniques pour assurer, seul, l'exercice de ses compétences au sens juridique du terme ou les moyens de ses ambitions sinon de sa souveraineté. Ce qui peut s'exprimer autrement. Nombre de collectivités locales, surtout au niveau communal, n'ont pas à coup sûr ces moyens, et de toute façon le plus souvent peineront à optimiser leurs moyens réels dans un contexte durable de contraintes, voire de raréfaction budgétaire. C'est pourquoi, encore une fois, il est indispensable que tous les acteurs de l'ingénierie territoriale travaillent en synergie, et qu'ils mettent en œuvre au sein du bloc local, des mutualisations qu'au demeurant à l'heure actuelle encourage et facilite la loi. C'est pourquoi la construction d'un système d'ingénierie publique locale, s'appuyant sur la complémentarité, la coopération, la mobilisation et l'optimisation des ressources existantes est sans doute la seule possibilité vraiment viable en l'état actuel des choses. Et comme on l'a déjà souligné, c'est à cela qu'en vérité travaillent depuis quelques années déjà nombre de départements. En vue de satisfaire les besoins actuels et futurs des maîtres d'ouvrage publics, la mise en œuvre de l'ingénierie territoriale ou d'une action relevant de celle-ci doit en effet poser et répondre à bien des questions. La cohérence des opérations des multiples acteurs de l'ingénierie territoriale, la répartition des rôles entre les différents niveaux de collectivité, le pilotage des actions d'ingénierie, le degré de mutualisation des moyens mis en œuvre. Sans compter qu'il s'agit de ne pas créer un déséquilibre en eux, créant une offre publique susceptible de concurrencer de façon déloyale l'offre privée. En conclusion, l'ingénierie territoriale, expression et notion en prise directe avec l'actualité et la vie de nos territoires, n'est certes pas une notion intrinsèquement juridique, même si sa mise en œuvre peut générer des effets juridiques, mais c'est à l'évidence une notion fonctionnelle et opérationnelle, qui s'organise autour du triptyque acteurs, public pour l'essentiel, mais aussi privé, savoir-faire professionnel, approche synergétique et coordonnée, et que on peut aussi qualifier de notion administrative, dans la mesure où elle est mise en œuvre avant tout par des acteurs publics, même si ceux-ci peuvent aussi recourir à des dispositifs ou des mécanismes de droit privé. Ingénierie territoriale, pour, avec ou contre les territoires ? Par Nathalie Gossier. Maître de conférences HDR en économie, Université de Bordeaux, Greta, UMR CNRS 5113. Claude Lacour. Professeur émérite en économie, Université de Bordeaux, Greta, UMR CNRS 5113. L'ingénierie publique a profondément évolué depuis la fin du XVIIIe siècle. Dédiée à l'accompagnement technique des collectivités territoriales par l'État, dans le cadre de prestations d'ingénierie concernant les voiries et l'aménagement du territoire, ces missions de service public ont été relayées par les services déconcentrés de l'État en tant que prestations de conseil ou de maîtrise d'œuvre définies par convention entre le préfet de département et les communes ou leurs groupements. Si l'on suit les rapports de Lège 2011 et Jarlier 2012, dès la fin des années 1990, l'État s'est peu à peu retiré de ses prestations d'ingénierie publique sous l'effet combiné à la fois de l'Europe avec le respect des règles communautaires de la concurrence, du rapport critique de la Cour des comptes, 1999, sur la légitimité de l'ingénierie publique au regard des modalités de son financement, et de la requalification à l'échelle nationale des conventions d'accompagnement technique dans le cadre des marchés publics. La RGPP, Révision générale des politiques publiques, initiée en 2007 dans un contexte économique contraint, entérine ainsi le processus de retrait de l'État des prestations de services en matière d'ingénierie publique et définit les nouveaux contours de l'ingénierie articulée sur un recentrage autour de l'expertise auprès des collectivités territoriales, notamment en matière de développement durable et de la mise en œuvre des Grenelles de Environnement, circulaire du 19 mai 2009 du MEDAT. Les 2012, l'arrêt des missions d'ingénierie publique concurrentielle,
à l'exception des communes et de leurs groupements ne disposant pas d'expertise faute de ressources financières et humaines suffisantes, ATESAT, loi ATR 6 février 1992, loi Mursef 11 décembre 2011, entraîne une réorganisation des effectifs déconcentrés qui provoque à son tour un brouillage et un manque d'apostrophes. Information des collectivités sur les modalités nouvelles de l'ingénierie déployée par l'État. La rationalisation et la restructuration des services déconcentrés sont perçues par de nombreuses collectivités comme une forme de désengagement de l'État. L'ingénierie doit-elle et peut-elle se faire à l'échelle des collectivités décentralisées ? Le rapport de Lège 2011 ne manque pas ici de souligner les écueils auxquels les collectivités territoriales se trouvent confrontées. L'appel au secteur privé, souvent coûteux et nécessitant des coûts d'entrée élevés dans des domaines dont ils n'avaient pas jusqu'alors la compétence, mais aussi la recherche d'une échelle territoriale adaptée à l'ingénierie publique posée par la question de la mutualisation et dont les départements et l'intercommunalité se font les fers de lance. Dès la fin des années 2000, on assiste ainsi à un glissement terminologique de l'ingénierie publique vers l'ingénierie territoriale, conçue dans la logique du développement territorial porté par les acteurs du territoire, Incarné, Trognon et Al. 2012, à la fois instrument au service d'un projet de territoire, Lardon et Al. 2007, et véritable défi en matière de gouvernance, Pifto 2011. La richesse de la littérature sur l'ingénierie territoriale, IT, est telle que nous ne reviendrons pas au fond sur les définitions. Par exemple les travaux de Gutbell, 2010, dans Le consultant et le développement territorial, avec le chapitre préliminaire consacré aux questions terminologiques, notamment à l'IT, ni à ceux de Trognon et Al. 2012, qui interroge plus directement ingénierie territoriale, de quoi parle-t-on ? Là n'est pas le propos. L'appel à proposition porte sur les évolutions de l'ingénierie consécutives aux réformes territoriales, et l'Éric Epissalou, 2018, articule la réflexion à partir de la naissance de l'expression pensée comme un ensemble des savoir-faire professionnels dont ont besoin les collectivités publiques et les acteurs locaux pour conduire le développement territorial ou l'aménagement durable des territoires. CIADT 2003 et CODIRDU 2004. Il est alors question d'acquisition de compétences à la fois individuelles et collectives, Le Normand 2012, de construction d'un cadre cognitif et de la transformation de la rationalité bureaucratique, L'Apostole, 2010. L'ingénierie territoriale est une bureaucratie professionnelle territoriale coincée entre les injonctions autoritaires de l'État et les velléités d'autonomie du pouvoir local, qui questionne une tendance forte à la recentralisation territoriale. La Directive nationale d'orientation sur l'ingénierie d'État dans les territoires 2016 souligne ainsi la volonté de l'État de clarifier le rôle et le positionnement des services de l'État en matière d'ingénierie territoriale, en complémentarité et non en substitution, indique la directive de l'ingénierie propre au territoire, en affirmant le rôle de l'État comme expert, facilitateur et incitateur, permettant de coordonner et aider la mise en synergie des initiatives locales pour le développement des territoires. La directive indique la nécessité de renouveler l'organisation dédiée en mobilisant l'ensemble des échelons de l'administration, mais aussi par le déploiement de moyens à l'échelle départementale. L'IT se ferait ainsi pour et avec les territoires, dans la logique du développement territorial, comprise comme un ensemble de méthodes, peut-être davantage même une culture. Et les territoires et plus particulièrement les collectivités, les intercommunalités, ont compris l'importance et les opportunités qu'elle offre. Pourtant, il n'est sans doute pas excessif de s'interroger sur le point de savoir si les territoires ne se voient pas, peu à peu et de manière implicite et contrainte, imposer des règles et un raisonnement qu'ils avaient jusqu'alors toute latitude de mener. L'IT pourrait-elle alors se retourner insidieusement contre les territoires ? Notre propos s'articule autour de 3 arguments forts, en n'oubliant pas l'ancrage d'une réflexion à sa date de référence qui caractérise une manière de penser et d'agir, au service des territoires, 2, ouvrant aujourd'hui sur de nouvelles questions et des méthodes renouvelées, 3. 1. Ingénierie et ingénierie territoriale, penser et agir. A. Les multiples facettes de l'ingénierie territoriale. Il est d'abord question de compétences, les savoir-faire professionnels. Elles doivent être mises à disposition des acteurs et des institutions,
comprises implicitement ici comme des décideurs ayant déterminé des stratégies, programmes, orientations, voire même des opérations. C'est bien dans ces cadres que l'on fait appel à l'élite. En quelque sorte les monteurs, les techniciens, qui vont offrir l'ensemble des concepts, méthodes, outils et dispositifs mis à disposition des acteurs des territoires pour accompagner la conception, la réalisation et l'évaluation de leurs projets territoriaux, Lardon 2007. D'un côté, il s'agit d'élargir l'élite à la conception et à l'évaluation, et de l'autre, de la ramener rapidement à n'être qu'une boîte à outils. Dans de nombreuses situations, les institutions tiennent à garder la main sur la conception et sur les évaluations. Ensuite, sont évoquées les collectivités publiques, locales, et même si le terme n'est pas cité, on comprend bien qu'elles sont privilégiées et que l'on parle en fait d'institutions qui sont têtes de file, à la fois maîtresses des processus, demandeuses et chefs opérationnels. Bien entendu, elles peuvent faire appel en tant que de besoin à d'autres intervenants dont par exemple les consultants, les structures universitaires, des chercheurs et des étudiants en ex-DESS, aujourd'hui en Master 1 et 2. Des formations universitaires ont mis en œuvre des méthodes. Goutebel 2010-14. Le terme même dit se retrouve dans de nombreuses formations actuelles et d'autres plus anciennes ou disparues comme celle de la maîtrise sciences et techniques, ingénierie du développement territorial, de l'université thématique d'Agen voulue, conçue et lancée par le président du Conseil général du Lot-et-Garonne, Jean-François Poncet, privilégiant alors l'aménagement du territoire et ses évolutions, la Cour Réal, 2015, soulignant notamment le passage progressif de L'. Aménagement du territoire, avec des majuscules, et le rôle éminent et dominant de l'État central qui avait le quasi-monopole du savoir, des financements et des ingénieurs type DDE-DDA, aux aménagements durables des territoires, en minuscules et au pluriel. Comment doivent être entendus, compris et retenus les multiples aspects de l'élite ? Ce terme générique renvoie en réalité à une grande variété de champs, de préoccupations, de méthodologies, d'instruments et donc de compétences qui, de surcroît, peuvent apparaître de manière séquentielle dans le temps, via par exemple la dimension de projet, un moment privilégié par Guigou et la Datar, un territoire plus un projet égale un contrat, et être mobilisé à un moment donné dans un processus, sur une question particulière ou une partie de territoire pour laquelle les collectivités ou les acteurs locaux ont pas en interne leurs propres ingénieurs techniciens experts, architectes urbanistes. Cette multiplicité de compétences repose aussi sur des visions sociétales, des modes politiques d'un moment, des questionnements scientifiques ou théoriques venant de différentes disciplines, voire des paradigmes, même si le mot est ambitieux et en grande partie excessif. Par ingénierie, on a pu entendre la voie, ou une des voies impératives ou possibles pour conduire au progrès technique, reconnaissant le poids et les possibilités offertes pour le développement économique, puis même s'il ne s'agit pas de construire ex post une chronologie, une attention au progrès social. L'élite apparaît alors comme une réponse à des territoires condamnés par l'histoire, la géographie, des technologies et des industries dépassées, mais sauvés potentiellement par les idées et les projets. Ingénierie encore dans des visions organisationnelles nécessaires face aux transformations des cartes et des agencements institutionnels, face et avec les réformes concernant les territoires et les métropoles par exemple, et avec la montée en puissance des intercommunalités reposant sur les volontés plus ou moins poussées des communes ou imposées par l'État dans la voie de regroupement. L'élite se voit aussi sollicitée pour mettre en œuvre ou favoriser le progrès démocratique en appelant à de nouvelles formes de partenariat, de représentation, de mobilisation des secteurs associatifs, des usagers et finalement des citoyens. Mais aussi, l'élite mobilise les financements privés, des montages mixtes, dont on ne peut plus maintenir la bonne et pratique distinction privé-public, donneur d'ordre et délégation de compétences. Les porosités s'avèrent permanentes, les liens plus subtils et surtout efficaces, les arrangements opérationnels fréquents, souvent sous les contraintes financières, les échanges d'informations informels et les avantages des circuits courts et des confiances personnelles que les acteurs sur des territoires peuvent se faire. La thèse de Jima 2017, dans le domaine du logement social, est par exemple singulièrement éclairante. Elle illustre les ambitions, les limites et les modalités périphériques pour assurer les deux principes généraux dont s'imprègne et s'inspire l'élite. La volonté de rationaliser les institutions et les procédures existantes, dans un esprit qui n'en finit pas de se référer souvent sans le dire au New Public Management,
et qui privilégie le théorème de la grande taille qui procurerait les avantages des économies d'échelle et imposerait des organisations plus efficaces, des contrats plus contraignants, notamment pour les grandes villes. On pourrait parler du principe de Bercy revisité plus contraignant que jamais, plus normatif qu'auparavant, au point que les associations des régions, des maires de France boycottent la conférence des territoires. L'État qui aurait abandonné ou réduit certaines de ses compétences techniques les reprendrait par le contrôle des finances locales, et en favorisant le recours au privé. Des modalités de mise en œuvre d'une IT participative, plus soft power, citoyenne, directe, à la place d'une vision moins techniciste fiscaliste normative de l'élite. Un principe de l'élite populaire, voire même populiste, le peuple contre les élites, les citoyens usagers contre les énarques et experts. On se nourrit alors de terminologies apparemment plus sympathiques et moins exclusives pour retrouver par exemple les modalités évoquées par Goutbel, 2010, cofonder, co-construire, copiloter l'élite. B. L'ingénierie territoriale dans la presse, des réformes territoriales au nom de l'élite. L'ensemble de ces différentes facettes se retrouve très nettement dans la presse quotidienne. Une exploration sous Factiva montre que le terme, à la mode, est de plus en plus cité conjointement avec la question des réformes territoriales. Factiva est une base de presse et de données d'actualité nationale et internationale. Elle recense tout un ensemble de revues locales et nationales généralistes, de journaux parmi les plus connus comme en France, Le Monde, Les Échos, Le Figaro, La Tribune, Libération, L'Humanité, Le Point, voire locales, spécifiques à des territoires comme Sud-Ouest, La Dépêche du Midi, Midi Libre, La Montagne, ainsi que des revues plus spécialisées comme la Gazette des communes, des départements et des régions, la Gazette par la suite, le Moniteur. La liste complète est disponible sous Factiva. Le graphique ci-dessous présente, à partir de l'ensemble des journaux français disponibles sous Factiva, le nombre d'articles citant séparément et conjointement les termes de réforme territoriale et ingénierie territoriale. Les occurrences sont représentées en logarithme décimal, pour permettre les comparaisons et apprécier directement les évolutions des expressions concernées. Les données sont disponibles sur demande. Nous avons testé aussi tout un ensemble de formes proches de type réforme des territoires, ingénierie des territoires, qui donnent des résultats proches ou encore réforme institutionnelle et réforme administrative, qui sont aussi représentées pour montrer dans le temps la dynamique des sujets d'intérêt. Le graphique montre bien la montée en puissance des questions liées à la réforme des collectivités territoriales de 2010, ainsi qu'au volet de la réforme territoriale de 2015. En même temps, il souligne l'intérêt croissant porté à l'IT dès 2003 avec le CIADT et son extension déjà observée par Pifto, 2010-2011, indiquant que l'IT est un miroir de la gouvernance qui s'inscrit dans une organisation de savoir articulée autour de systèmes devenus de plus en plus instables. Il s'agit, selon Pifto 2011, de développer des savoirs adaptés au pilotage du changement, appelant à s'interroger sur l'organisation spatiale et territoriale de cette ingénierie territoriale. Le graphique illustre l'évolution concomitante de l'IT et des réformes territoriales, les mots-clés des articles soulignant tout autant l'importance des moyens et des processus, la nécessité d'un mécano territorial 2016 ou encore de territoires ingénieux 2015, que les résultats et finalités recherchées au nom de la réforme territoriale. Graphique 1, nombre de citations dans la presse, 1997 à 2017. Source, la Gazette des communes, des départements et des régions, France. La Gazette et son site lagazette.fr apportent un éclairage intéressant des pratiques et discours qui se développent sur les territoires et qui sont largement dédiés au métier de la fonction publique territoriale, aux textes de loi, à la jurisprudence ainsi qu'à l'expertise des territoires. Nous faisons l'hypothèse qu'ils apportent une image, dans le cadre de débats et articles, des différentes formes d'ingénierie qui se développent et des transformations que nous associons aux réformes territoriales. Nous n'avons pas eu de résultats concernant les années antérieures à 2011, alors que la revue existe depuis 1981 fusionnant la Gazette des communes et du personnel communal et l'action municipale. Il s'agit peut-être ici d'une limite propre à la base Factiva et à la définition de son bouquet de revues. En même temps, le graphique à l'échelle de l'ensemble des revues montre bien que le croisement des deux termes IT et réforme territoriale
n'apparaît à juste titre que depuis 2010 avec la loi de réforme des collectivités territoriales. Le graphique ci-dessous montre, en pratique, que les réformes territoriales interrogent systématiquement l'IT, les articles illustrant le cadre des nouvelles régions, des schémas régionaux, des normes coûteuses, d'antennes, de déconcentration et de décentralisation, si bien que les réformes territoriales semblent se déployer au nom de l'IT. Graphique 2, nombre de citations dans la presse, 2011 à 2017. Source, la Gazette des communes, des départements et des régions, France. L'IT se déclinerait ainsi au service des territoires. Plusieurs remarques ou interrogations nous semblent pouvoir être émises. D'abord, en ce qui concerne les territoires et les échelles territoriales, puis au sujet des processus qu'il s'agit de maîtriser. 2. L'ingénierie territoriale au service des territoires. A des territoires qu'il faut créer, circonscrire et gérer. Il est frappant de voir que couramment est acceptée sans discussion l'évidence de l'IT, décidément largement convoquée sans que l'on prenne la peine de dire à quoi renvoie cet appel au territoire. De manière générale, le territoire n'apparaît généralement que par le recours à l'adjectif territorial, manière de poser l'évidence ou modalité de contournement d'une question centrale. Il peut s'agir de la réforme territoriale, entendue au sens des institutions et procédures existantes. Concrètement et simplement, comment constituer et assurer le fonctionnement des nouvelles régions? Que faire des anciennes capitales régionales, Poitiers et Limoges sans parler de Montpellier? Que leur laisser comme fonction? Comment répartir les personnels? Comment assurer l'accès aux services? Comment les services vont-ils fonctionner? On peut voir des réponses et des adaptations directes dans les TGV du matin qui partent de Bordeaux et qui desservent Angoulême et Poitiers. Des questions de même nature se retrouvent dans les nouveaux découpages de conseils départementaux et des formations des super-intercommunautés. On peut entendre aussi des services internes aux collectivités qui veulent ou doivent plus ou moins frontalement appliquer à des collectivités publiques locales des politiques décidées et imposées par le haut comme celles venant de Bruxelles ou de Paris. On pense par exemple aux opérations FEDER, à celles des quartiers, des bourgs ruraux, des actions cœur de ville des villes moyennes. Dans ces cas, les structures universitaires peuvent être invitées, mobilisées pour réaliser des diagnostics et des bases de scénarios. La Caisse des dépôts et consignations se lance dans la création de la Banque des territoires, pour soutenir les espaces en décrochage, même si la dite banque n'est pas une banque à proprement parler, mais une marque à fort effet de levier. Si souvent on assimile territoire à des institutions clairement définies, si on postule le fait que les acteurs locaux sont liés à des circonscriptions territoriales à frontières, légitimité, gouvernance et compétences globalement connues et stables au moins sur le moyen terme, cette vision territoriale nous paraît cependant limitée et insatisfaisante, et limite du coup l'intérêt porté à l'IT. Il nous paraît qu'il faut aussi comprendre l'intérêt de l'IT dans la compréhension de ce qu'est ou peut être un territoire, comment peuvent apparaître et être mises en valeur ses spécificités et son identité. Sans entrer ici dans des débats sur l'économie territoriale au sens de Courlet et Pecker, on dira seulement que le territoire pour nous, c'est une organisation socio-spatiale ancrée sur des acteurs, des facteurs et des réseaux à dominante locale, reposant sur un sentiment d'appartenance et identitaire réel ou opportuniste. Cette organisation fonctionne par des logiques de coopération et de conflit avec d'autres organisations, avec des modes de composition de spécificité, de recouvrement et d'emboîtement. Il semble alors indispensable de faire appel à des processus, des modalités, à des intervenants internes et externes, élites. B. Des processus à maîtriser. On sait décomposer les différentes modalités et phases de l'IT sur le temps et sur les différentes échelles, porter une attention par un diagnostic ou sur un projet à un moment donné, mais on a plus de mal à penser et à agir dans la continuité, dans l'interscalaire, dans les processus qui à la fois portent sur un lieu et une opération donnée, mais qui s'imbriquent et se développent, bifurquent, s'opposent, se renversent, interrompent pour des raisons variées. Changement de majorité électorale, conflit des services de la même administration ou au sein de la métropole, querelle égotique des directeurs et sous-directeurs, méfiance partagée à la place de la mise en commun des informations, bataille pour savoir qui va définir et gérer les blocs d'information, Courmont 2016, l'usage des données pour construire la Smart City et une IT sur un territoire, mais tout le territoire, telle partie avec quelles autres?
Les évolutions de la société, l'apparition de nouvelles attentes ou de valeurs sociétales ainsi bien entendu que les réformes territoriales imposent des adaptations, des destructions et recompositions de modes de pensée, d'agir et des réorganisations des bureaux, des tâches, des chaînes de décision et de réalisation. Et souvent, pour ne pas dire toujours, se manifestent des incompréhensions, des antagonismes entre les inventeurs et les principes des réformes, meilleure lisibilité, modernisation, efficacité, compétitivité, avantage de la grande taille, etc. Et les personnels et les services qui doivent mettre en œuvre ces évolutions, et enfin les populations, les usagers et les citoyens. Ils ressentent à tort ou à raison, souvent à raison, un éloignement, une opacité accrue entre les décideurs, peu locaux, et les bénéficiaires potentiels pour lesquels on mène ces transformations. Éloignement encore des relations personnelles, compensé, est-il dit, par l'efficacité d'un pool de réponses ou le déroulement d'un algorithme géré par l'intelligence artificielle. Le Économiste, 31 mars au 6 avril 2018, qui titrait Spy en couverture générale et Grey Expectation. Regroupement sur des lieux géographiques qui sont favorables à ceux qui sont déjà les plus centraux et centralisateurs, externalisation de services et d'activités, dont toutes ne favorisent pas le service public même revu et repensé à l'aune des services au public, et qui peuvent entraîner des fermetures et des non-renouvellements de personnel partant en retraite. Alors souvent, il faut composer, prôner la coordination, inventer des instances interservices, interlieux, recomposer les organigrammes, mettre en place de manière formelle ou non des modalités de conciliation, faire jouer le principe de compensation et l'analyse des réorganisations des dévolutions d'activités, de responsabilités et de personnel entre les anciennes capitales régionales et celle qui devient la seule, de même lorsque l'on change les localisations des chefs-lieux des cantons. En face de la rationalisation, de l'optimisation si l'on veut faire pompeux, une des attentes de l'élite techniciste et centralisatrice de fait se développe des comportements de résistance, d'inertie, d'initiative aussi pour le cas échéant contourner les effets négatifs ou mal perçus des avantages attendus d'une IT rationalisée et rationalisante. Du coup, d'autres modalités de l'élite se construisent, s'organisent et l'élite prend corps dans le territoire, par le territoire et en principe pour le territoire même si l'invocation de L'. Intérêt général local peut servir à cacher et à habiller des intérêts localistes, corporatistes et prendre parfois en otage les usagers et les citoyens que l'on prétend servir et défendre. Les interfaces sont ainsi nécessaires, comme le sont des retours sur expérience et comme le souhaite l'ERIC 2018. En effet, la question de l'évaluation devrait être traitée de manière systématique dans la mesure du possible. Remarque de bon sens et en partie vœux pieux, réaffirmation de principes qui ont eu leurs belles heures dans la fin des années 1990 et au début des années 2000. On rappellera que l'évaluation est notamment apparue et faisait partie des procédures des contrats État-région, qu'elle est consubstantielle aux programmes européens. Et pourtant, elle a régulièrement eu des difficultés à être mise en œuvre. Plus généralement, elle est liée à la quête des bonnes pratiques, se fonde sur une certaine exemplarité dont on suppose qu'elle est reproductible et est souvent à relier aux thématiques de la gouvernance. Mais il faut se méfier des arguments d'autorité des experts et des conseillers. Albert, dans Le Monde du 10 juillet 2018 sur Goldman Sachs qui raconte n'importe quoi. Certes, il y a de nombreuses questions de méthode, normalisation et comparaison des données de référence, compétences et modalités des évaluateurs, les choix des programmes à évaluer, les plus coûteux ou les plus symboliques, les grilles de lecture financière ou physique. Un bon programme est celui qui a consommé en temps les montants financiers, alors qu'une opération non totalement consommatrice des crédits sera notée négativement même si les responsables ont constaté en route qu'il fallait revoir et réorienter les montants financiers. Mais, hélas, ils ne sont pas de même nature ou n'entrent pas dans les bonnes nomenclatures ou classifications. Mais, à la légitimité des évaluateurs et à la question circulaire et classique de savoir qui évalue les évaluateurs, s'oppose celle des politiques, qui par exemple, dans le cas d'une région posait que les objectifs généraux, la stratégie émanant directement ou non de la campagne électorale, n'avaient pas à entrer dans l'évaluation, n'avaient pas à être inclus dans l'évaluation, les électeurs ayant tranché. Dans la même série de questionnements, comment transformer des principes politiques généraux, améliorer le bien-être des populations, prendre en compte le changement climatique, faire participer les usagers et les citoyens, en modalité d'évaluation.
Il faut ainsi procéder à des décodages des discours, voir s'il est possible de trouver des indicateurs pas nécessairement quantitatifs ou quantifiables et apprécier, quand c'est possible et accepté, que l'on puisse entrer dans la boîte noire des évolutions qui ne se mesurent pas seulement en normes, en textes réglementaires, en schémas et réorganisation des organigrammes. Rescan et Tonlier, dans Le Monde du 13 juillet 2018, relèvent que l'évaluation est la nouvelle mode des députés LRM, compte tenu, disent-ils, que la majorité des députés, en partie venus du secteur privé, rompus à la culture du contrôle de gestion, et convaincus que l'argent public est trop souvent gaspillé. Des prémices qui peuvent être inquiétantes quant à la philosophie punitive, restrictive via les implicites de contrôle et de gaspillage. On devrait quand même savoir que l'évaluation n'est pas la sanctification ni automatiquement une sanction, qu'avant ou avec le contrôle il y a l'apprentissage, l'expérience et la transmission et que l'IT c'est aussi du tâtonnement, de la modestie autant que de l'ambition, de la ténacité, de l'interrogation plus que le déroulement et l'application de protocoles généraux qui oublient les éléments fondamentaux de la contextualisation, des situations locales, des entremêlements nationaux, internationaux, mondiaux et locaux à maint égard. L'IT est d'emblée une insertion et la prise en compte indirecte et parfois dérivée, peu apparente des effets positifs ou néfastes de la mondialisation et de la métropolisation. L'arrivée de la LGV, son attente, ses anticipations font apparaître de nouveaux acteurs locaux, dont l'ISEA, Groupe Vinci, expert ferroviaire au service des territoires. L'IT, c'est encore l'émergence de l'écosystème des startups dont on peut relever des ADN de type personnel et d'autres de type spatial sans pouvoir à ce stade et à ce jour prétendre pouvoir hiérarchiser les composantes. Faut-il pour autant que cela soit possible ? L'idée même d'écosystème, la Cour Egossier 2017, ne pousse pas dans cette direction, comme elle conduit à penser que l'IT, s'il faut évidemment la décortiquer, la sectoriser, la comprendre par période, par fonction, par type d'acteur et de collectivité, doit être du moins potentiellement comprise comme un ensemble aux effets complexes, rétroactifs avec des bifurcations, des ruptures. Au point qu'il faudrait des déchiffreurs, des transcripteurs, des prescripteurs de la compréhension de l'IT, d'autres ou les mêmes qui assureraient les tâches d'intermédiation. Nadou, 2013, Pecker-Talandier, 2018. L'IT est une manière de comprendre les dynamiques des réformes, notamment territoriales, et de les mettre en œuvre. Faudrait-il de nouveaux acteurs pour nous aider à assumer les interfaces, les rencontres, les ajustements ? Mode ou modification profonde, derrière l'IT ou à sa place ? On parle de plus en plus du besoin de médiation, de médiateurs pour réaliser souvent ce qu'on attendait, de l'IT. 3. De nouvelles questions et des méthodes renouvelées ? À des principes annoncés d'inspiration efficace et intelligente. Woodbell, 2010, dans la quête de terminologie et de définition de l'IT retient la proposition de Demazière suivant laquelle l'IT recouvre les méthodes et les approches qui permettent de concevoir et de réaliser des projets à des coûts économiques, sociaux et environnementaux acceptables. Page 15. Notons au passage, cette prédilection pour le projet, impliquant un objectif et une finalité, un processus plus ou moins clairement retenu et globalement mis en œuvre, alors que bien souvent l'IT doit gérer les impondérables, les aléas. D'un côté, une vision assez puissante maîtrisant des techniques, mobilisant des compétences normées et dédiées et de l'autre, celle que l'on oublie sans doute trop souvent, un art formidable du bricolage intelligent. L'IT vient en effet des territoires, qui proposent des solutions improvisées, des disponibilités des acteurs et des populations, dont celle du bénévolat. C'est ce qui ressort des normes préfectorales, des réglementations multiples. Ce sont encore des nécessités qui imposent des métiers et des compétences non référencées par les conventions collectives ou par le CNFPT. La thèse de Gangloff 2017 sur Nantes, par exemple, souligne ces aspects. L'IT, c'est de la créativité permanente, de l'improvisation contrôlée, de la mise en branle et en mouvement de structures, des personnes que les organisations administratives, institutionnelles et hiérarchiques ne peuvent anticiper ni mettre en organigramme. L'IT doit faire face et utiliser le numérique et le digital, et c'est probablement à la fois la plus grande transformation qui va l'atteindre, la concerner et aussi la conduire à se repenser profondément. Il faut en effet repenser les services publics à l'heure du numérique, selon Putois, dans Le Monde du 17 février 2018, qui parle et invoque l'État plateforme de la même manière que nous affirmons que la ville tente à devenir une plateforme digitale.
Cette État-plateforme, c'est, d'une part, une véritable coordination entre les systèmes d'information des administrations, et d'autre part, une infrastructure technologique ouverte sur les partenaires extérieurs. Ce modèle fondé sur la digitalisation systématique, sur des connectivités généralisées, sur la conviction de la pertinence et de la puissance des ordinateurs, des clous et des algorithmes de traitement peut devenir le maître mot des espérances technologiques, une des voies royales conduisant l'IT à assurer ou porter la Smart City. On voit les formidables perspectives de la digitalisation, la capacité de réactivité quasi instantanée, la mobilisation et l'expression des réseaux sociaux, etc. Sans tourner le dos à ces évolutions, à ces mutations essentielles, attention toutefois à ne pas enfourcher béatement les chemins de la croyance au tout technologique. À Bordeaux tout particulièrement, on n'oublie pas les analyses de J. Ellul ni les craintes de 1984. B. Des tuyauteries et des réseaux à optimiser. L'IT est composé d'un grand nombre de composantes de nature différente, imposant des logiques, des organisations et des cultures généralement spécifiques et pas nécessairement compatibles. Par tuyauterie, on entend les infrastructures plus ou moins lourdes, visibles et apparentes, nécessitant des financements et des entretiens de masse, y compris pour la mise en œuvre des réseaux invisibles, du type 3 ou 4G, assurant l'accessibilité la plus généralisée dans les zones à faible densité ou dans les campagnes les plus reculées. Il en va de même pour la modernisation et l'entretien des réseaux d'adduction d'eau, de traitement des eaux usées et de pluie ainsi que des services de ramassage des déchets de toute nature. La tendance générale, y compris pour l'électricité, le téléphone fixe et mobile, va dans le double sens de la privatisation de fait et dans de la concentration des grands fournisseurs et distributeurs. Les arguments se fondent là encore sur les avantages de la grande taille, sur l'agilité dans les capacités de distribution, sur des logiques et des principes d'organisation qui tendent à s'échapper des territoires et du champ d'action des acteurs locaux. Pour autant, ceux-ci, surtout ceux des petites communes, souvent plus discrètement, loin des échos médiatisés, inventent tous les jours des formes dites reposant sur les urgences et les contraintes, mais aussi les formidables capacités de réponse et d'adaptation de la quotidienneté et de la solidarité. On l'a vu, récemment, quand il a fallu gérer les services périscolaires. On le voit dans les fêtes patronales, dans la mobilisation locale pour maintenir une équipe de football ou de rugby, premier critère discriminant de la dynamique et de la capacité à créer de l'IT dans les villages. Ici, il y a rarement de services dédiés et de personnel affecté, peu ou pas de matériel technique disponible en propre, même en mettant en coopération plusieurs communes. Mais plus fondamentalement peut-être, on sait mobiliser les hommes, les acteurs, les associations, les bénévoles, les résidents secondaires et tous les jours on crée de l'IT sans que l'on utilise le terme, sans même que l'on en connaisse les subtilités et les débats des experts et spécialistes. On sait jouer sur les proximités partagées, les sentiments d'appartenance, la participation à son échelle, la capacité à concevoir, à monter et à réaliser des projets tant dans le moyen terme que dans l'extrême urgence. On nous opposera, à juste titre, que ces réalités ne sont pas forcément liées aux réformes territoriales, encore que le redécoupage des cantons n'est pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.